Donc c'est pour ça que je vois une victoire de la France 3-1 pour ce match. Ok. Et maintenant, on va parler un petit peu de la déroute des pays européens, comme par exemple l'Espagne, l'Italie. Je sais que ça te chagrine, mais bon, l'Italie, l'Angleterre, c'est quand même des pays qu'on s'attend à voir. Le Portugal, ça on l'oublie pas. Ah ouais, le Portugal, c'est On l'oublie. On l'oublie pas. Merde, ça me dérange pas d'en parler. Ça me dérange pas d'en parler. Déjà, l'Espagne, la plus grosse surprise. Ouais, la plus grosse surprise. Déjà, le premier match, c'est la claque, le premier match, déjà la claque. Après, moi spécialement, j'ai regardé tout le match. La première mi-temps, l'Espagne va gagner 3-0. Je vous le dis honnêtement. La première mi-temps, l'Espagne va gagner 3-0. Contre les Pays-Bas. Ouais, première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, c'est du grand Robben, du Superman de Van Persie. Et du mauvais Casillas. Et du très mauvais Casillas. Très très mauvais. Il a perdu sa place pour le troisième match. C'était Pepe Reina qui était. En même temps, sa carrière est finie, Il y a beaucoup de joueurs de l'Espagne qui ont perdu leur place pour ce dernier match. Aussi. Ouais. Ben, bizarrement, la seule victoire, cette fois. Et bizarrement. Avec un très bon David Villa. Villa qui a très peu joué, qui a quasi pas joué. C'est lui qui claque. Mata qui a peu joué, il claque aussi. Donc, en même temps, des joueurs comme Mata, ils ont brillé à United cette saison. Ouais. David Villa, un peu remplaçant, mais à chaque fois qu'il rentre. Efficace, mais en tout cas, tout le début de la première partie de saison avec l'Atlético, il est énorme. Après, il est devenu remplaçant. Ça, ils ont il est désolé de revenir sur la MLS, mais il a signé en MLS. C'était la seconde critique. Voilà. Ambiance Arsène Wenger, c'est le truc qui n'a rien à voir. Ça le fait bien aussi. Tu le fais très bien. Il aura sa minute MLS prochainement. J'espère. Donc, pour en revenir à nos moutons. Donc, l'Espagne. C'est la déroute. Honnêtement, c'est la déroute. Qu'est-ce qui va leur arriver bientôt? Maintenant. le départ de cadre, je pense. Les cadres. Iniesta, Xavi, je pense que c'est fini. Iniesta, pour la Coupe du Monde, pour la prochaine Coupe du Monde. Moi, je parle des échéances. Iniesta, il n'est pas si vieux que ça. Enfin, il y a l'Euro en France en 2016 avant la prochaine Coupe du Monde. Moi, je pense que ça. Je pense que Iniesta sera encore là. Iniesta, oui. Après, je pense que l'Espagne. Xavi, ils ont déjà souffert énormément du départ de Carles Puyol, il faut en parler. En même temps, je suis pas sûr qu'il aurait changé grand-chose. Non, mais ils n'ont pas réussi à combler le départ, c'est ça que je veux dire. Après, c'est pas sûr qu'il a apporté, bien sûr. Mais par contre, il y a eu beaucoup de conflits au niveau de l'Espagne. Déjà, au niveau d'entraînement, juste avant l'Australie, où Fabregas est parti pendant l'entraînement parce que Del Bosque avait apparemment dit que c'était pas sûr qu'il puisse jouer le match. Donc, il n'avait pas trouvé utile. Enfin, apparemment, c'était fait virer l'entraînement, il avait foutu le bordel. Et derrière, après l'élimination, Jordi Alba s'en est pris personnellement à un journaliste et dans l'avion ils étaient avec les journalistes et il s'est fait insulter. Dans ces histoires de conflit, je pense que ça peut pas être un prétexte parce que je sais pas si vous avez vu la vidéo de Robben qui se prend la tête avec Nigel de Jong qui à l'entraînement juste avant le premier match qui descend deux fois Robben juste avant la Coupe. Voilà, juste avant le match contre l'Espagne. Alors ça pareil, ça donne du crédit à l'Espagne. En plus on dit ils vont écraser cette équipe des Pays-Bas et en fin de compte cette équipe des Pays-Bas qui surprend tout le monde, qui écrase l'Espagne. Et voilà, c'est. Bon, il faut dire que l'Espagne était déjà éliminée pendant les conflits. La plus grosse défaillance de l'Espagne, c'est pas la défense, c'est pas l'attaque. C'est le milieu de terrain. C'est là que ça s'est joué, parce que la force de l'Espagne, tout le monde le sait, c'est quoi? C'est le milieu de terrain. C'est le jeu de passe, c'est les 1-2, ça joue en triangle, ça fait que ça court tout le temps. Ils l'ont fait, mais ils l'ont très mal fait. Ça court tout le temps. Mais ils l'ont fait. Ça fait courir. Et c'est vieillissant aussi. Il faut penser à qui joue comme ça. À Xavi. Xavi, c'est quand même un joueur qui arrive près de 35 ans. Il peut peut-être plus autant courir qu'il le faisait avant, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, vers l'avant au Barça, c'était Iniesta, c'était Xavi, qui étaient sans arrêt en train d'apporter offensivement, voilà. Et Iniesta joue un cran au-dessus, donc il n'a pas forcément à courir, mais Xavi, il a 35 ans, il n'a plus forcément les jambes pour le faire. Le match contre le Chili, moi je l'ai bien regardé, c'est même ce qui m'a surpris, il jouait très bien aux passes. Mais le problème, c'est quand il joue au passe, c'était comme ça, juste à 1 mètre l'un de l'autre. Mais ça ne progressait pas. Ouais, ça n'allait pas devant. Ça servait à rien. Plus vers l'avant. Mais ça servait strictement rien. Moi, c'est ce qui m'a choqué. Il joue plus verticalement, il joue horizontalement, tout simplement. À 6 sur 10 mètres carrés. Voilà, c'est ça. À 6, quoi. Et j'ai même l'impression que plus on avance dans le temps, plus ce style de jeu, type Barça, on peut en parler, et c'est Luis Enrique, c'est ça qui va reprendre le Barça. Il est en train d'essayer de révolutionner tout parce qu'il sent aussi que ce jeu du Barça qui a impressionné, qui a écrasé toute l'Europe pendant ça marche plus. Voilà, ça ne marche plus.
on voit notamment le Real de Madrid qui avant n'arrivait pas du tout contre cette équipe-là. Et puis maintenant, on voit des équipes comme l'Atlético, le Real de Madrid, mais le Barça ne fait plus peur. Et l'Espagne, c'est, quoi qu'on en dise, un reflet du Barça. Le Barça n'a rien gagné cette année. L'Espagne, à l'image du Barça, sorti au premier tour. Très bonne analyse. Pourtant étonnant par rapport à la saison européenne, du moins des clubs espagnols. On a les deux Madrid qui sont en finale. Le FC Séville qui va gagner l'Europa. Real Madrid, c'est pas l'équipe d'Espagne, quoi. Alors, on peut dire que c'est un paradoxe et que ça va aussi avec le fait que les joueurs, l'Espagne se soit fait éliminer. Parce que c'est quand même des gars qui ont joué 60 matchs à la saison. 60 matchs à la saison. Et Casillas, c'est toujours le même problème. Casillas, pas titulaire, sauf dans les coups. Oui, voilà. Et c'est là que ça s'est ressenti, dans les voilà. Casillas. Un garçon comme Sergio Ramos, c'est un super défenseur, un des meilleurs du monde, il n'y a rien à dire. Mais quand on voit contre les Pays-Bas, il se fait bouffer littéralement par Robben. Parce que quoi? Parce que au Bayern, Robben, ça fait 2 mois qu'il joue plus, parce que ça fait 2 mois qu'ils sont champions. Et Ramos, il est obligé de tenir à fond, parce qu'il y a 15 jours avant la Coupe du Monde, il fallait jouer la finale de la Champions League. Voilà, c'est aussi important. Bon, on a trouvé notre spécialiste Espagne, parce que l'analyse était parfaite. J'ai rien à ajouter. Bon, donc pour la déroute, moi je vais parler un petit peu de l'Italie aussi, parce que forcément, donc je sais pas si vous avez regardé ce premier match contre l'Angleterre. Je vais pas être chauvin peut-être à dire ça, mais pour moi c'est au jour d'aujourd'hui peut-être le plus beau match de la Coupe du Monde. Dans l'engagement. T'as pas vu le match d'hier soir de la Colombie contre l'Uruguay? Ouais, mais là, c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai vu. Des phases de poule, des phases de poule, ouais. Voilà, des phases de poule, hein. On est là dans un débrief de phases de poule. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est 2 équipes qui se rendaient coup pour coup, on fermait pas le jeu du tout, on est tombé sur 2 équipes qui jouaient. Voilà. Après, l'Italie s'est montrée plus réaliste que l'Angleterre sur ce match-là, et bon, ils n'étaient pas loin de mériter leur victoire quand même, parce que Sirigu, il fait quand même son match. Sirigu fait un gros match. Enfin, les Français, du moins, qui étaient sur la pelouse, les joueurs du championnat de France, Verratti, pareil, il était très bon, même s'il a tendance à gueuler tout le temps, mais comme en Ligue 1, je dirais bien. Mais il a fait son match, il n'y a rien à dire. Avec un grand Pirlo aussi. Oui, grand Pirlo, mais comme on dit, il y a eu ce trou d'air. Je pense que c'est peut-être ça qui a fait douter l'Italie contre le Costa Rica. Parce que le Costa Rica, c'était l'équipe qu'on n'attendait pas, au moins ici, puisque quand on voit le groupe Uruguay, Angleterre, Italie, Costa Rica, le groupe de la mort, tout le monde se dit Costa Rica, c'est pas loin d'être 0 points. C'est 0 points et ils rentrent chez eux. Et au final, c'est l'équipe qui est leader de ce groupe. Non, mais le problème, contre cette équipe-là, le match contre l'Italie, en fait, l'Italie a complètement dominé son sujet. Mais quand ces équipes-là, t'arrives pas à marquer, mentalement c'est difficile. Tu cours, tu essaies de tout faire pour marquer, et au final, ils ont un contre et ils le mettent. C'est ce qui se passe. Et surtout, après, parce qu'à la mi-temps, mais moi, ça va ils doivent gagner 3-0. Ils ont joué un quart d'heure en première mi-temps, je suis d'accord avec toi. Ils ont quand même 3 grosses occasions. Ils ont 3 grosses occasions. Mais après, moi, j'ai été très déçu par cette équipe d'Italie. Bon, après, oui, on pourrait la comparer à l'Espagne sur ce match-là. Ça a joué beaucoup horizontalement, mais on n'avait pas de profondeur. Balotelli complètement inexistant. Totalement inexistant. Prandelli décide de faire rentrer Cassano, il est complètement grillé. Pourquoi pas, on donne la chance aux jeunes. Et pour toi, Cassano, est-ce qu'il doit être en sélection là? Il peut être en sélection parce que ça reste un grand nom, mais pour moi, il ne doit pas rentrer. Il y a Sterchi qui est le meilleur buteur en Italie. Non, c'est pas le meilleur buteur, c'est le deuxième, c'est Immobilier qui est le meilleur buteur. Les deux sont sur le banc et on décide de faire rentrer qui? Antonio Cassano. Alors ça, c'est l'énigme. Bon, après, l'entraîneur, il est là pour faire des choix, c'est sûr. Mais cette équipe, on peut la comparer à l'Espagne. Elle a joué complètement. Et tu mets Balotelli titulaire en sachant que la saison qu'il a fait avec Milan n'était pas faramineuse non plus. Milan n'a pas fait une grande saison non plus. Et voilà. Justement, Ciro Immobilier, c'est le mec qui claque. Balotelli, le problème, c'est pas tellement un problème, c'est qu'il a fait ses preuves en équipe nationale. Ça, il a fait ses preuves. Bien sûr. Il n'a pas fait tant que ça. Il a eu aussi. Il a fait ses preuves. Oui. On peut dire oui. C'est très bien qu'un joueur comme Balotelli, il peut faire la différence à tout le monde. Il peut faire la différence. Mais pour moi, il n'a jamais été brillant, si ce n'est contre l'Allemagne, où il claque ses 2 buts en demi-finale de l'Euro, qui qualifie l'Italie en finale. Sinon, pour moi, Balotelli n'a jamais été extraordinaire en équipe d'Italie. Donc voilà, et pour revenir sur ce match du Costa Rica, même Pirlo en deuxième mi-temps, les passes les plus faciles étaient manquées.
Donc pour moi, ça tient du non-match. Et le troisième match contre l'Uruguay, on va pas revenir sur l'arbitrage qui était pas forcément logique, mais dans l'ensemble, l'Uruguay mérite de passer. Donc voilà, c'est une sortie logique de la. Et une dernière question sur l'Italie. Pourquoi Sirigu a disparu? Pourquoi on a remis Buffon? Alors que Sirigu fait une saison exceptionnelle. Buffon fait une saison exceptionnelle à la Juve aussi. Mais il était blessé ce premier match, Buffon. Oui, mais c'est une légère blessure. Après, c'est pas ce qui change la défaite, la disqualification de l'Italie. Buffon, on peut voir encore contre l'Uruguay, les deux arrêts décisifs à bout portant sur Suarez. Voilà, c'est. Et puis c'est le capitaine de l'Italie. À un moment donné, mais tu mets Pirlo comme capitaine, ça ne dérange pas non plus. Mais c'est plus. Ça fait combien d'années qu'il est en sélection il a remplacé Toldo. Voilà, il a toujours été considéré comme un des meilleurs gardiens du monde. Ça fait 15 ans qu'il est là, je pense que psychologiquement, déjà toute l'équipe. Après, ça, c'est énorme. Par les qui reforment. Ouais, voilà. Sirigu, mais c'est l'avenir. Et voilà, je pense peut-être que là, Buffon a prolongé de 2 ans à la Juve. Il risque. Je n'ai pas entendu qu'il donnait sa retraite, qu'il prenait sa retraite internationale. Et il risque encore d'être présent à l'Euro en France en 2016. Après, je pense que Sirigu est fort logiquement le numéro 1 italien. Mais peut-être comme un rôle psychologique comme Landreau peut avoir avec l'équipe de France. Je pense que ça pourrait faire un lien. Sirigu je pense, peut être titulaire par la suite et préparer l'Euro 2016 avec l'Italie, ça c'est certain. Bon, on va parler un petit peu du Portugal quand même. Moi, depuis le départ, déjà, dès le tirage, j'ai dit que le Portugal ne passerait pas et que ce serait les États-Unis. Et ça, je ne me suis pas trompé. Et l'Allemagne, c'est tout. Pour moi, l'Allemagne, c'est une évidence. Mais le Portugal, pour moi, il ne passerait pas parce que, mis à part Ronaldo, il n'y a pas non plus des joueurs extraordinaires. Oui, et en plus, à part qu'il peut faire la différence dans le bon sens, c'est-à-dire il peut aller mettre sa tête sur le côté. Non, Nani, c'est une Coupe du Monde. Là. Oui. Nani qui a joué 5 matchs en première ligue cette saison. Il a très peu joué à Manchester. Et après, sans manquer, je veux pas manquer de respect aux joueurs portugais, mais pour moi, c'est trop faible pour cette Coupe du Monde. Et la preuve, c'est qu'il passe pas et que Ronaldo sur une patte, ça suffit pas à faire la différence comme contre la Suède. En plus, il était bien cassé sur la fin. On en revient avec le Real Madrid, c'est pareil. Les Espagnols qui ont fait une grande saison avec le Real, et puis au bout t'es cramé. Et ce problème, c'est que le Portugal se repose beaucoup sur Cristiano, et il n'y a pas un joueur qui aura le même impact que Cristiano Ronaldo actuellement. Et à l'instar d'un Messi pour l'Argentine qui a eu sa blessure qui a duré quand même un moment, qui a pu se reposer, il arrive cramé, quoi. Il arrive cramé à la Coupe du Monde, Ronaldo. Ça s'est vu à chaque match. Et d'ailleurs, c'est le problème pour ces équipes-là qui ont la dépendance de joueurs tels que Falcao, Ronaldo, Messi, Ribéry pour la France. Voilà, c'est aussi une solution de Ribéry en France, forcément. Falcao en Colombie, c'est la même chose. On se repose maintenant sur un collectif plutôt que sur une individualité. Et c'est là que tout le monde est obligé de faire un excellent match pour pouvoir combler ce déficit. Parce que ce sont des bons joueurs, c'est pas négligeable. Ils ont fait leurs preuves, c'est sûr. Mais c'est collectivement qu'ils sont obligés de faire la différence. Et c'est là que ça joue le mieux. Mais par contre, à contrario, le Brésil est passé tout juste. Et pourtant, moi je vois que Neymar, ils m'ont pas vendu du rêve comme on parle au début. On a que Neymar, mais on a quand même les grands noms. T'as David Luiz, Thiago Silva en défense. Tout à l'heure, tu disais qu'ils t'ont déçu, mais ils tiennent quand même la baraque. Et ça passe de justesse, mais. Ils tiennent la baraque, ça passe. Mais dans un groupe pas très peu relevé, mais pas non plus, il est quand même de très bonnes équipes. Mais ça passe à chaque fois limite, que ce soit le premier match, le deuxième match ou le troisième match. Ça passe limite à chaque fois. Pour une équipe à domicile, le Brésil, pour des joueurs exceptionnels, regarde la défense, pour moi, c'est la défense centrale, c'est peut-être l'une des meilleures du monde actuellement. Regarde le premier match, il a pas mis de but. Je sais, c'était quand même un match difficile, avec un grand Memo Ochoa, mais c'est clair que. Et le huitième de finale, ils vont jusqu'au pénalty. Ils vont jusqu'au pénalty. Ouais, mais moi, si on peut revenir 30 secondes juste sur la défense du Brésil, je suis d'accord sur la fébrilité de la défense sur le premier match contre la Croatie. C'est ce qui est le plus surprenant. Voilà, mais il faut analyser la situation en voyant que les deux latéraux jouaient ailiers.
mais pas un après l'autre, c'était les deux joueurs élus en même temps. Donc, ces deux défenseurs centraux, Thiago Silva, David Luiz, aussi forts qu'ils sont, dès qu'il y a les ailiers qui passent, plus les attaquants centraux, forcément, ils sont obligés d'être et arrière latéral et défenseur central. Ils ne sont pas fébriles, mais c'est pas des surhommes. Et c'est pour ça que Scolari a corrigé. Sur les deux matchs suivants, on a vu Dani Alves et Marcelo qui montaient beaucoup moins, ou alors l'un après l'autre. Bien sûr. C'est peut-être une solution parce que si on passe contre le Nigeria, la France, derrière, c'est le Brésil en quart et... Non, c'est l'Allemagne. Ah, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne en quart. Autant pour moi, ça va être très dur. C'est l'Allemagne, à mon avis, vont probablement passer contre l'Algérie. Le premier match contre le Portugal, ils font un match exceptionnel. Exceptionnel. Mais le deuxième match contre le Ghana, moi je vais regarder le match. Le Ghana peut l'emporter si Jordan Ayew ne fait pas le personnel sur son côté et qu'il la donne à Diane tout seul. Mais ça fait 3-1. À 3-1, c'est plus le même match. C'est plus le même match. Le match il est plié pour moi. Après, on connaît tout Jordan Ayew à l'OM, à Sochaux. On a vu quoi il est capable. Alors qu'il fait comme du meilleur. Il fait une action exceptionnelle sur le côté. Voilà. Il passe deux joueurs d'un seul coup. Il n'y a qu'un défenseur. Il y a Diane tout seul. Il lui donne pas. Je comprends pas. Quand t'es en Coupe du Monde, après, on en discute souvent de ça avec Alex, c'est un attaquant. Tu veux marquer, t'as beau faire, t'es attaquant, t'es là pour marquer. Dans ta tête, c'est je vais marquer, je vais marquer. Non, parce que là, il voulait mettre son but. Voilà la différence. Il voulait pas marquer, il voulait mettre son but. C'est l'égoïsme de l'attaquant. Exactement. C'est quelque chose que je n'aime pas critiquer. Parce que forcément, l'attaquant, c'est celui qui est le plus à même devant le gardien. C'est celui qui a la plus de lucidité. Moi, je ne vais pas reprocher à un joueur de frapper, à un attaquant de frapper. C'est différent parce que là, il est excentré. Il est vraiment, quand il arrive, il est excentré. Il y a un défenseur, il y a Hummels qui arrive sur lui. Il y a Hummels qui arrive sur lui. Il y a Gignan qui est là tout seul. Pourquoi il ne lui donne pas? Il est obligé d'effacer Hummels pour aller marquer. C'est pas comme ceux qui peuvent frapper directement, le but ouvert. Non, c'est pas ça. Il essaie de crocheter Hummels sur la droite, de rentrer sur son pied et frapper. C'est ce qu'il fait, mais il tire sur le dehors sans aucune puissance, alors qu'il a donné à Gignan, c'était fini, c'était réglé. 3-1, le Ghana va encore une chance de se qualifier au dernier match. Et ça change tout. À 3-1, ça change tout. Après, la rentrée de Chouamini close. Tu m'en veux pas, mais ça m'a permis d'y croire jusqu'au bout pour le Portugal. Non, je t'en veux pas. On débriefe, c'est tout. Donc, cet adversaire potentiel pour la France, là, ce serait vraiment le premier test pour cette équipe de France. Parce que, faut pas forcément parler des cocoricots sans arrêt. La France est géniale. C'est vrai qu'elle a fait des matchs corrects. Jusque-là. Excuse-moi, mais contre la Suisse, c'était l'adversaire qui normalement devait être le plus difficile. Ouais, mais si on revient sur la Suisse, on peut parler de la blague du classement FIFA aussi, les gars. Le classement FIFA, 5e ou 6e la Suisse, la France 25e. Voilà, pour moi ce classement c'est une blague. Contre le classement FIFA à fond. Voilà, mais c'est une blague ce classement. Système de points. Parce que le Portugal est 4e quand même. Voilà, pendant longtemps. Ils ont pas réussi énormément. Voilà, décidé de me chambrer toute la journée. Voilà, c'est tout. Mais voilà, premier gros test pour la France. Mais il y a très peu d'équipes européennes qui ont passé le premier tour. Il n'y a que la France, la Suisse, l'Allemagne et Pays-Bas, Belgique. Ils sont 5. On est quand même. Ils sont en Europe, la Suisse. La Suisse. Son neutre, mais ils sont en Europe. Son neutre, ils sont européens. Je crois que c'était un peu comme Monaco. C'est un autre débat, ça. Bon, on n'en parlera pas. Bienvenue sur LCI. Ah non, la chaîne parlementaire. On est parti là-dessus. Non, mais malheureusement, oui. Est-ce que les raisons météorologiques aussi auraient pu jouer en défaveur des équipes européennes? Non, je pense pas. Moi, je pense pas. Moi je pense qu'on va s'en rendre compte du match contre la France, avec la France contre le Nigeria. Parce que certes, on va dire que les équipes africaines sont avantagées parce qu'il fait 35 degrés et que chez eux il fait tout le temps 35 degrés, on est d'accord. Mais moi j'y crois pas du tout ça. J'y crois pas du tout, il fait 35 degrés, c'est sur l'instant, c'est pour tout le monde pareil. Parce que sur les 6 équipes sud-américaines, il y en a 5 qui passent. Voilà, le fait de renouveler les efforts sans cesse, et c'est pour ça qu'on voit l'apparition aujourd'hui des pauses au milieu de la mi-temps, le cooling break, pour faire ça. Mais le seul souci au niveau de la FIFA, c'est seulement qu'ils autorisent ces pauses. Très bonne idée. Ils ont quand même mieux vaut tard que jamais, on va dire. Ils ont quand même des bonnes idées cette année. Ils ont autorisé aucune lors des phases de poule, alors que la température était la même. Voilà. C'est parce que là, les matchs, ils jouent à 13h heure du Brésil.
En même temps aussi. Oui, mais comme les matchs de poule à 18h, c'était exactement la même chose. Et à aucun moment la FIFA autorisait ces pauses pour se rafraîchir. Mais en même temps, si tu les as pas autorisés pour le premier match, tu es obligé d'attendre la fin des phases de poule. C'est dans une logique. Après, ils se sont rendus compte peut-être dès le premier match. Mais après, quand tu fais une connerie, c'est bien de la corriger tout de suite. C'est pas obligé d'attendre. Ouais, mais après, il faut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Je veux dire, parce que si tu l'autorises pas au premier match, après, pour le deuxième match, pourquoi quoi? Alors que ça, ils auraient dit, parce que ça, tout le monde le savait qu'au Brésil, quand il allait être une heure d'après-midi, on savait très bien qu'il allait faire 35 degrés. Ouais, mais ça, le fait de jouer à ces heures-là, c'est aussi pour la zone Europe. C'est une question des villes, c'est tout. C'est une question de diffusion des matchs. Faut pas se mentir, s'ils jouent à 13h au Brésil, c'est pour qu'en Europe, on ait aussi les matchs, la possibilité de voir. Mais par contre, on a eu des soucis en Corée du Sud. En Corée du Sud et au Japon, les matchs c'était à 6h du matin ou tout ça. Et à ce temps-là, ils sont levés. Ça dépend. Soit ils sont levés, soit ils rentrent. Généralement, ils sortent de boîte, ouais, d'accord. Non, pas de boîte. Enfin, si. Les Brésiliens, si. Non, on parlait de la Corée là. Ah, la Corée, c'est autre chose. C'est obligatoire de l'usine à 5h. Ils sortent de l'usine à Séoul et c'est là. Ils sortent de leur boîte. Ils sont partis en débat ici. Oui, donc politiquement, non, on va sortir du débat politique, mais c'est vrai que la température a peut-être désavantagé des équipes européennes ou pas aussi. Ouais, je pense que bon. Après, chacun son avis. Après, tout dépend où tu jouais, si tu jouais à Brasilia ou à Manaus qui était à côté de la forêt amazonienne, où apparemment il faisait froid, où il y a plu pas mal. Surtout le 10 degrés. L'humidité, l'humidité, c'est énorme. C'est plus les écarts de température qui peuvent être gênants. Oui, on peut s'adapter le temps d'un match si. Mais bon, c'est toujours pareil. L'organisme en prend un coup. L'organisme se fatigue, mais malgré tout, il y a encore 4-5 jours entre les matchs. Ça permet quand même de récupérer correctement avec les récupérations aujourd'hui. Voilà. Je pense plus que c'est les écarts de température. Voilà, on en parle. Manaus, c'est 10 degrés. Cet après-midi, c'était à. Je sais plus. Que ce soit au Maracanã ou à Brasilia, c'est 35 degrés. C'est énorme. Voilà. C'est énorme. Voilà. C'est énorme. Donc, à l'ombre. Forcément. La France a réussi à trouver à Ribeirão Preto une température qui s'avoisine. Mais je crois que la France, depuis le début de la compétition, a joué à 21h, heure locale, enfin heure de chez nous. Donc ça va être plus dur contre le Nigeria. Et le Nigeria, c'est à 18h. Ça va être forcément plus dur. Mais bon, moi je voulais faire une petite parenthèse, 2 petites secondes, sur 2 choses qui. Je sais pas, on va peut-être te couper au moment. Non, mais que j'ai compris, c'est quand l'arbitre qui sort sa bombe de Gillette Mac 3, qui fait son trait, tu vois, là j'ai surkiffé, tu vois. Ah, mais en même temps, je trouve que c'est génial. Et le ballon. Ouais, non, mais je trouve que c'est génial parce qu'au moins ça permet. Il n'y en a pas un qui essaye d'avancer ou de reculer le ballon et il y a personne dans le mur qui va avancer. Ça devrait être instauré partout. Il n'y a pas le débat du joueur qui avance le temps. Et Gillette a augmenté ses ventes de 45%. Je ne fais pas de pub. Mais franchement. Non, c'est là qu'il faut citer 3 marques: Gillette, Wilkinson et je sais pas. Qu'est-ce que c'est Ménène. Voilà. Apparemment, lui, c'est Ménène. On le sait. Mais il y a pas mal d'innovations comme la goal line technologie qui a servi justement sur le deuxième but de Benzema. Comme le dernier Angleterre, aidez-moi. C'était Costa Rica? Non. D'une autre compétition que l'Angleterre tape sur la barre, elle ressort, elle tape. Angleterre-Allemagne ou... Oui, c'est Angleterre, en quart de finale. En quart de finale. Et ça fait une très très grande polémique et on comprend pourquoi. C'est Lampard. C'était Lampard qui tire. Transversale rentrante, elle ressort, et en plus elle est rentrée d'1 mètre. Et tu vois, ces choses-là, ça serait déjà fait, alors que tout le monde en parle depuis je sais pas combien de temps. C'est d'ailleurs les premiers pas de la FIFA vers la vidéo. On va y venir, et j'espère qu'on va y venir. Et je suis pas sûr que la frappe de Benzema, là, que le gardien remet dans son but, contre Honduras, aurait été acceptée s'il n'y avait pas eu non, mais justement, moi je le disais sur l'instant présent quand j'ai regardé le match, avec mon ami pour regarder. Jamais de la vie, il leur a accordé. Jamais. À vitesse réelle, c'est pas possible. Oui. À vitesse réelle, c'est pas possible. Le ballon franchi. Il n'y a que Benzema qui peut le voir parce que lui, il est juste derrière le but. Et à ce moment-là, sur l'instant, il arrive à voir que la balle est rentrée. Mais il n'y a que lui. Oui. Et lui, c'est pas l'arbitre. Donc dans tous les cas, il est refusé. C'est pas l'arbitre? Ah bon. Ok, je crois que ta gueule encore. Non, mais après, voilà, il y a des bonnes technologies, on avance et après, est-ce que l'arbitrage vidéo complet sur tout le match? J'espère, mais ça, c'est un débat qui a déjà été fait. Après, c'est un éternel débat. Il
Il y a les faux. On a des 4. Il débattait déjà. Ils n'étaient pas d'accord. Apparemment, il y en a un qui voit l'Allemagne gagnant et Je l'autre vais la prendre France. juste 2 secondes. Le rugby, pour moi, c'est l'exemple le mieux adapté pour ça. Eh ben, Le justement, rugby, il n'y a aucun problème. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais- Parce qu'on coupe le jeu énormément au rugby. Pas tant que Le, ça. ah, mais, Pas oui, tant mais que ça, pas des tant que fois, ça. Non. le jeu est coupé pendant Oui, mais 3 à 4 minutes. Il le fait pas tout le Pour monde. revoir Il une le fait vidéo. que si c'est nécessaire. Il le fait que Oui, si c'est mais nécessaire. le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de débats en rugby. C'est soit il y a essai, soit il n'y a pas essai. C'est un peu le principe de la goal line technologie pour les buts. Ouais. Soit Sauf il y a but, soit il y a qu'au pas rugby, but. la vidéo est décryptée au fur et à mesure. Moi, je vois plus un système de vidéo comme on peut voir au tennis. Le J'étais fait, sûr que t'avais vu. voilà, J'étais sûr. le hockey, c'est vraiment, on fait appel lorsqu'il y a un doute. Bien sûr. Et c'est Mais il faudrait l'équipe faire pareil. a raison, Mais est-ce que elle a les le droit à continuer de faire appel à la vidéo. Elle a tort, elle perd son droit à la vidéo. C'est tout. Mais Et est-ce ça que pourrait être une aide à l'arbitre, sans aussi penser à eux, les arbitres quand même, les déshumaniser complètement. Parce que forcément, dès que l'arbitre va se planter au foot, on connaît tous, ça va être décrédibilisé complètement. Donc, il faut garder de la crédibilité pour l'arbitre et aider à aller dans le droit chemin pour le foot. Et Donc, justement, pour toi, je- vidéo, pour ou pas? Pour, mais intelligemment. C'est-à-dire Mais pas en comme deux mots. pas comme au rugby, De toute où façon, ça va attendre on peut pas après. faire comme moi, je parlais juste, c'est un exemple. Tu vois, Oui. Parce qu'au rugby, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais. Certes, comme tu dis, on perd du temps, mais c'est pas tout le match. C'est pas tout le match, c'est que ça. Ouais, mais si tu regardes au foot, Au foot, c'est il plus y a important. voilà, il y a tellement de situations litigieuses. Ça peut être un penalty. Non, que sur vraiment Ça- des choses. Ouais, mais un penalty, c'est super mais important. justement, Un penalty, si c'est le joueur au Liverpool qui joue, Si on va avoir le problème de quelqu'un qui mord un autre. Ou... Oui, voilà. Non, mais voilà, mais derrière, il il peut y se avoir passe des de- sujets Les litigieux. Suarez, ils ont les emprunts. Les gars qui se plaignent de prendre un coup de coude, voilà, c'est plein de petites choses. On peut faire appel à la vidéo pour ça, et l'arbitre sanctionner en conséquence des gestes qu'il aura vus à la vidéo. Alors qu'au rugby, la vidéo, non seulement rien que pour confirmer un essai, des fois ça dure 10 minutes. T'as très bien débattu, donc la vidéo, on va l'envoyer à Michel Platini. Michel Platini. On va lui qui lui est complètement contre la vidéo. Exactement. Après, la vidéo, Bah, c'est en pas une même mauvaise temps, idée. il est contre les noms, je crois qu'il est en train de faire les premiers pas vers la vidéo. Il a toujours dit qu'il était contre. Oui, il a toujours dit Oui, qu'il était toujours contre, fait. mais Il bon. a eu au téléphone hier, et on en a parlé. il t'en a reparlé Il hier, m'en a autant pour parlé. moi alors. C'est tout. Il y a quelqu'un qui ne change pas d'avis. Ouais, Exactement. En même temps, il est con. Donc, il va sûrement changer de Je pense qu'il va chose. être content quand tu vas voir la vidéo. Il va. Non, après, il faut que les équipes s'en servent. S'il y a la vidéo, il faut qu'ils s'en servent intelligemment. Parce qu'il y a tellement de situations litigieuses qu'ils sont capables de le faire pour un oui ou pour un non, quoi. C'est le seul pas- point différent. c'est pour ça On a fait le tour pour la vidéo. C'est ça. On a fait le tour et il y a du pour, il y a du contre, il faut le faire de façon intelligente. Mais bon, on a quand même des points positifs, c'est qu'on a trouvé le spécialiste MLS. Voilà. On a trouvé le spécialiste de la vidéo. Il a beaucoup de spécialités, lui. Ouais, hein, il fait je trouve, beaucoup, ouais, c'est vrai qu'il a l'Espagne, il a l'Italie, mais on reparlera pas Tu vas avoir d'Italie. beaucoup de travail, toi. hein. On n'aura pas d'Italie pour le moment. Pour le moment, mais bon, je pense que c'était un bon débat. Et ben ouais, je pense qu'on va s'arrêter là parce que juste une dernière chose, un pronostic pour la finale, tu vois qui? Je vois bien, il y a Il n'y a plus l'Italie. non, il n'y a plus l'Italie, forcément. Mais ce profil, dans la possibilité, un Brésil-Argentine qui pourrait faire saliver Les Américains du Sud. les Américains du Sud et un petit peu tout le monde entier. Parce que forcément, si on enlève les fans des pays, on va dire, nous, on va essayer de défendre un peu les Européens qui restent. La France, forcément, pour ceux qui supportent la France encore. Mais bon, si on reste lucide, je pense que l'objectif quart fixé avant la Coupe du Monde risque, je pense, d'être atteint. Voilà, c'est bien, mais un petit Brésil-Argentine. Pas de France. Non, Pas de France. Moi, je vois bien la France, mais après, est-ce qu'ils vont savoir assurer contre l'Allemagne? Ça, c'est un autre truc. Mais je vois bien la France et après, oui, l'Argentine. Enfin, c'est la seule équipe sud-américaine qui pourrait y arriver. L'autre côté, c'est pour vous voyez l'Argentine, il n'y a pas de débat. Moi, j'ai un débat là-dessus sur l'Argentine en sachant qu'il y a une dépendance envers Messi. Moi, ils ne m'ont pas impressionné. Romero m'a impressionné dans les buts, mais l'équipe, sans plus, contre l'Iran, il n'y a pas eu que Messi à un coup d'éclat pour qu'ils aient des droits. ouais, mais moi, justement, c'est ce genre d'équipe, comme le Brésil, comme l'Argentine, qui ont cette part de chance. Des fois,
parle de chance de champion. Ah bah là, contre l'Iran, c'était une part de chance. Hein. Voilà, c'est la chance du champion. Et des fois, c'est cette part de chance qui va aider. Ça se provoque quand même. C'est pas forcément la meilleure équipe, mais c'est l'équipe qui, au moment dit, va avoir la petite part de chance qui va réussir à passer. Et toi, moi, je vais vous surprendre tous. Pour moi, ce sera la Colombie au final. La Colombie, moi. Mais je le dis déjà, je le dis pas depuis le match d'hier. Depuis les poules, je le dis. La Colombie ira en finale. Après, de l'autre côté, l'Argentine ou l'Allemagne. Je pense que. Non, l'Allemagne, c'est pas sur le côté de la Colombie. Ouais, donc, Colombie et de l'autre côté, je sais pas. les États-Unis, non? Je sais pas, non. Moi, je prends toujours qu'un côté. Je l'autre côté, moi, j'ai envie de croire à l'Argentine, mais je les vois pas. Après, je sais pas. Ouais, non, mais est-ce que tu vois la France? Mais j'ai vu sa télé aussi. Mon côté chauvin pour les Français, ouais, allez, la France et puis Argentine, avec France-Argentine. C'est ton côté chauvin, mais le vrai côté, c'est quoi le vrai côté? On a aussi oublié l'Allemagne, qui va certainement sera un gros morceau. Les Pays-Bas, non, mais je pense que au but du match contre le Mexique où ils sont revenus à la fin du match, même s'ils ont galéré, mais ils ont réussi, je pense ils étaient plus réalistes. Beaucoup d'équipes peuvent les faire douter. Si les 30 premières minutes, ils marquent pas de but, je pense que ça va être très compliqué. Et ils ont eu chaud contre le Ghana. Très chaud. Après, on sait très bien que des fois, en poule, c'est pas exceptionnel. Et puis, arriver au grand rendez-vous, et l'Allemagne, on sait très bien qu'ils sont toujours présents. Voilà. La 8e, quart, demi, normalement, ça passe à l'aise pour l'Allemagne. Mais abonner souvent, se faire sortir en demi-finale. C'est vrai. On verra. Mais bon, on en reparlera avec nos amis. Le Portugal, ils étaient habitués à se faire sortir en demi-finale, et puis là, ils sont même pas sortis des poules. Donc, voilà, c'est tout. Ça ne rien dire. C'est un peu comme l'Italie, quoi. Ouais, on va remuer les deux couteaux dans les plaies. C'est dur. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Et puis, après, n'hésitez pas à laisser des coms donc, sur la page Football. Si vous avez quelque chose à dire, on n'hésitera pas à répondre et à dire notre avis. Mais dites-nous votre avis, il n'y a pas de souci. On est très ouvert sur vos avis. Pas sur autre chose. Les gars, taillez pas trop Samuel, s'il vous plaît. Taillez pas trop Samuel. Merci, on va pouvoir kiffer, on vous kiffe, bordel de merde. Merci à tous. Allez, ciao. À bientôt.